La GameFi, c'est la contraction de gaming et finance. C'est un mélange entre la finance décentralisée, les technologies de la blockchain et les jeux vidéo. C'est du gaming sur la blockchain en gros. La fusion entre ces trois éléments, elle permet de créer des écosystèmes économiques à l'intérieur des jeux qui permettent aux joueurs de gagner des tokens ou des NFT en jouant. À travers la blockchain, les développeurs peuvent donc intégrer différents actifs dans le jeu qui peuvent être achetés, échangés ou gagnés par les joueurs. La différence avec les jeux traditionnels, c'est que la blockchain, elle rend la traçabilité et la propriété virtuelle beaucoup plus simple pour éviter les fraudes. La plupart du temps, ces actifs, c'est des NFT. Ça peut être un skin, des items ou des personnages, par exemple. Dans d'autres cas, la crypto, elle est directement utilisée comme moyen de paiement dans le jeu. Le but de ce modèle en play to earn, jouer pour gagner, c'est de créer une incitation économique pour attirer les joueurs. On a même certains jeux qui proposent des systèmes de staking pour générer des revenus passifs. En gros, l'idée c'est venez jouer, gagner des cryptos ou tokeniser vos jeux ou vos outils. Ça, c'est le postulat du gaming sur la blockchain. Sur le papier, c'est sympa. Mais dans la réalité, est-ce que c'est si rose que ça? Spoiler, non. On entend beaucoup de gens venir dire que le gaming sur la blockchain, c'est le futur, blablabla. Mais en vrai, quand on creuse un petit peu, on voit quand même quelques grosses incohérences et des trucs qui ne tiennent pas. Déjà, le principe même d'utiliser un token dans un jeu, c'est quelque chose qui ne plaît pas aux joueurs. Il y a eu 2 gros dramas dans le monde du gaming les 10 dernières années. Les dramas de ce qu'on appelle des pay to win. C'est-à-dire des jeux où si tu payes, tu peux avoir accès à une carte, à un personnage qui est bien plus fort que les autres, et au final, ceux qui gagnaient, c'était plus ceux qui étaient meilleurs ou qui passaient le plus de temps à s'entraîner, mais ceux qui mettaient le plus d'argent. Et on a eu le drama des microtransactions. Les microtransactions, t'es dans un jeu, et on te propose sans cesse de payer des toutes petites sommes pour revivre, pour te soigner, pour débloquer cet objet, etc. Et tu te retrouves vite à avoir dépensé 20 balles en une soirée sans l'avoir vu venir alors que le jeu il en coûte 30. La crypto a cette image et a cet intérêt. Donc mettre un token au beau milieu d'un jeu, ça sauve pas tout. Et parfois c'est mieux de rester dans des schémas existants, c'est-à-dire une monnaie imaginaire qui sert simplement d'échange dans un jeu et qui n'a pas de valeur. Ensuite, on parle de tokenisation. On peut tokeniser un jeu, donc le revendre et ça fait plus d'argent aux développeurs de ce jeu. Ok, techniquement c'est propre. Mais est-ce que dans une dimension économique, c'est vraiment viable? Imaginez que je joue à Assassin's Creed, le jeu coûte 50 €. Je mets 100 heures sur le jeu, j'ai plein d'armes, plein de trucs cool, et je veux revendre mon jeu. Ok, j'aurai la possibilité de le vendre avec toutes les armes et tout ce que j'ai développé parce qu'on peut tokeniser le jeu. Mais logiquement, ça veut dire que je devrais le vendre plus cher en théorie, non? Est-ce qu'il y a des gens qui vont acheter un jeu plus cher juste parce que quelqu'un l'a fini avant lui et a tout débloqué pour lui? Est-ce que c'est pas genre le gros plaisir de jouer à un jeu, de débloquer soi-même des trucs? Peut-être que c'est un marché, mais ça me paraît pas monstrueux non plus. Je pourrais aussi le vendre moins cher, mais est-ce que les éditeurs de jeux voudraient ça? Est-ce que les éditeurs voudraient qu'on autorise les joueurs à revendre moins cher leurs jeux sur une sorte de marché de l'occasion numérique? Bah pas convaincu non plus de celle-là. Sachant qu'un jeu c'est du code, c'est duplicable, c'est pas les mêmes problématiques qu'un jeu physique. Un jeu physique, pourquoi tu pouvais aller dans les boutiques d'occasion, d'ailleurs c'était incroyable ça, pourquoi tu pouvais aller dans les boutiques d'occasion et acheter tes jeux? Parce que tout simplement, le jeu physique, le CD n'était plus produit. Donc là il y avait un intérêt. Pour une version numérique, pour du code source, bah c'est pas top. Et en plus de ça, on rajoute le fait que la plupart des jeux bloquent actuellement les achats de comptes. Sur League of Legends par exemple, où j'ai passé beaucoup trop d'heures de ma vie, tu n'as pas le droit d'acheter un compte déjà préfet avec des niveaux qui sont augmentés, etc. C'est de la triche, c'est interdit. Et après on a l'argument des NFT avec le gaming. Ouais, c'est vrai. C'est cool d'avoir son arme en NFT et de pouvoir la revendre. Ça, je comprends totalement l'intérêt. Encore faut-il avoir un écosystème profond et faire les choses proprement, mais la plus-value des NFT dans le gaming, elle est réelle. Même si ça ouvre la problématique du pay to win, mais c'est encore autre chose. Donc, on voit qu'en fait, quand on décortique un peu, il n'y a pas 1000 raisons qui justifient qu'on ait autant de tokens dans le gaming. Je fais vraiment pas partie de l'équipe des gens qui vont dire qu'il faut attendre que tout le monde utilise des jeux blockchain pour que ça pump. Pour moi, la hype et les performances des jetons du narrative gaming, si elles arriveront uniquement via la spéculation. La proposition de valeur est encore beaucoup trop floue et beaucoup trop incohérente. Je suis pas un gros gamer, mais j'ai quand même eu quelques centaines d'heures dans les jeux vidéo et suffisamment pour me rendre compte que les gamers ne veulent pas de ce type de modèle économique. Donc si on part du principe que ok, il faut que ça vienne de la spéculation. Pour ça, on peut aller faire un tour sur les performances actuelles et essayer de regarder s'il y a des opportunités intéressantes. Quand on regarde les performances du narratif gaming depuis le début de l'année, le gaming il est dans les pires narratifs avec un triste moins 40% en termes de prix. En ce moment, j'aime beaucoup regarder les performances d'un actif ou d'un narratif depuis le moment où le marché a un petit peu réinitialisé son allocation de risque et où les nouvelles liquidités ont été posées pour pouvoir estimer l'engouement actuel. Donc en gros, depuis les crashs. Le dernier gros crash qu'on a eu, c'était le 5 août de cette année, et depuis cette période-là, le gaming, il est à 11,5% dans le positif, calé entre les real world assets et des pins. Même si les performances sont extrêmement moyennes, on sent que c'est un narratif de milieu, fin de bull run. C'est pas les layer 1 qui vont tout surperformer quelques mois après le halving. Pour aller dans le gaming, on a besoin de spéculation, on a besoin de capitaux qui sont déjà dans le marché, mais c'est tout de même un petit peu mieux.
Si on regarde les performances des principaux projets gaming, les plus résilients depuis le début de l'année, c'est BIM, Ronin et Prime, avec IMX un petit peu derrière. Contre Bitcoin, on a exactement le même résultat, ceux qui ont le mieux résisté depuis le début de l'année, donc BIM, Ronin, Prime et IMX. Note, c'est un petit peu à part, le Notecoin, on n'a pas vraiment de data depuis le début de l'année, mais il se fait un petit peu éclater, et Friendpet, c'est pareil. En fait, je regarde vraiment ça de très près, pourquoi ? Parce que selon moi, les projets qui résistent le mieux seront les projets qui performeront le mieux plus tard. C'est pas genre A égale B, c'est pas inné, mais la plupart du temps, c'est quand même assez corrélé. Et d'ailleurs, si on refait le même travail depuis le 5 août, ça confirme ce qu'on dit, avec BIM et Echelon Prime qui sont très bien placés, et Immutable qui a le mieux performé. Les capitaux ont quand même l'air de pivoter plutôt vers ces projets. Quand on va sur le dashboard des narratifs de Dune, il y a quand même un truc assez troublant. C'est le volume absolument ridicule du narrative gaming par rapport aux autres. La GameFi pour l'instant n'est que très peu utilisée par les utilisateurs, et les tokens sont déjà très peu échangés. Ça donne déjà une très belle indication. La majorité des projets gaming sont encore très low cap, si on enlève IMX qui a 2 milliards, les autres sont tous en dessous de 1 milliard de market cap. Des gros capitaux auront donc quand même du mal à se positionner là-dessus. En fait, pour moi, l'existence et l'utilisation même de ce narratif n'est basée pour l'instant que sur de la hype et de l'espérance. Paradoxalement, même si aucun utilisateur ne s'intéresse vraiment au gaming sur la blockchain, la GameFi, c'est l'un des narratifs pour lesquels il y a eu le plus de levées de fonds en 2022-2023. Mais du coup, si personne l'utilise vraiment, pourquoi les ventures capital se ruent sur ces projets ? Parce qu'elles ont vu qu'au dernier cycle, c'était littéralement des pompes à fric. Les investisseurs d'Axie Infinity étaient en x2000 et en x1600 à la TH. Sandbox, c'est un joli x2300 et x1600. Donc au dernier cycle, tout aussi intelligent que sur les ventures capital, ces petits malins se sont tous dit qu'ils devaient se ruer sur ce narratif. Ils ont investi des milliards, littéralement, et ils se sont mangés le bear market. Donc ils ont attendu, et on se retrouve maintenant avec la plupart des tokens gaming qui ont des vestings et des libérations absolument catastrophiques. Tous les plus gros tokens du narrative gaming sont en libération constante de jetons, ce qui exerce une pression vendeuse absolument colossale sur le narratif. IMX libère 50 millions de dollars de jetons littéralement tous les mois, c'est-à-dire plus de 20% de son market cap tous les ans. Pareil pour Echelon Prime, 6 millions par mois, plus de 10% du market cap. Enfin, ce narratif, c'est la folie absolue. Et à qui profite tout ça ? Aux investisseurs privés, au détriment des retail. On est selon moi sur le pire narratif en termes de dumping sur les investisseurs particuliers, tout simplement parce que les levées ont été colossales, donc il faut bien rembourser tous ces gens, et en plus de ça, on est dans un narratif qui est assez mainstream, qui est assez compréhensible, ça parle beaucoup plus aux gens quand on leur parle de gaming sur la blockchain que de data availability ou de perpetuals, donc c'est beaucoup plus facile de leur faire miroiter des choses en leur vendant un futur jeu AAA qui va tout changer et qui va être le nouveau Fortnite, ou qu'on pourra revendre les jeux sur la blockchain. Bref, j'aime pas ce narratif, je crois que vous l'avez compris. Mais je pense cependant qu'en fin de cycle, il peut être intéressant de bénéficier de la spéculation qu'il pourrait apporter et qu'être positionné sur les leaders au bon moment pourrait être intéressant quand même. Pour moi, le plus intelligent dans le narrative gaming, c'est se positionner sur les leaders et surtout se positionner sur les outils qui permettent de créer des jeux, les plateformes, plutôt que les jeux directement. Il y a 3 projets qui se détachent vraiment du lot dans ce secteur. On a IMX, le gros leader actuel, une layer 2 d'Ethereum qui fournit une infrastructure qui permet de créer des NFT et des jeux Web3 sur la blockchain Ethereum. Ils sont déjà utilisés par les plus gros jeux du moment, comme Off the Grid, un battle royale qui est construit sur la blockchain Avalanche. D'ailleurs, Avalanche est très bien positionné sur le gaming. Genre, si on part du principe que le gaming évolue, Avalanche est extrêmement bien placé pour ça. Donc, ça peut être une sorte de proxy du narrative gaming. Bref. Le token a 2 milliards de market cap, il est autour des 1,5$ actuellement et il a été lancé en 2022. Donc pour l'instant, il n'a pas vraiment de barrière psychologique à son ATH de 2021 comme les autres tokens. C'est aussi celui qui résiste clairement le mieux contre Bitcoin. Le gros problème de IMX, c'est les vestings. Ça se voit très bien sur CoinMarketCap. Là, vous voyez l'évolution du prix et là, vous voyez l'évolution du market cap. Le projet grandit, mais à cause de toutes les libérations, le token n'en bénéficie pas du tout pour l'instant. Ensuite, on a Ronin. Ou Ronin, je sais pas, je dirais Ronin. Ronin, c'est une sidechain d'Ethereum qui permet aussi de déployer des jeux blockchain, qui a été créé par Sky Mavis, qui sont les créateurs de Axie Infinity. Bon, clairement, les jeux sur Ronin sont catastrophiques. Rien qui donne envie, c'est pas ouf, mais ils ont un nom. Le Play to Earn, littéralement le plus populaire de l'histoire. Ils ont aussi de l'argent, parce que je vous rappelle qu'Axie Infinity a levé 300 millions, et ils peuvent bénéficier de la hype. Le token, il est autour des 1,5$, exactement pareil que IMX, lancé en 2022, bizarre, et une charte exactement pareille aussi. Ronin fait partie des projets qui ont le moins pris cher cette année, mais il n'a pas autant été racheté que IMX ou les autres depuis le mois d'août, ce qui témoigne d'un intérêt de marché un petit peu plus faible pour ce projet. Et le dernier, c'est BIM. BIM, c'est un projet open source qui est axé sur le gaming, qui a été lancé par Merit Circle. Le but du projet, c'est de faciliter l'utilisation de la blockchain dans les jeux vidéo. Le tout est géré par la Merit Cycle DAO à travers le jeton BIM. Et cette DAO, elle a choisi Avalanche pour héberger BIM. Quand je vous dis qu'Avalanche est très bien placé, pour le coup, c'est pas une blockchain que je porte de ouf dans mon cœur, mais
Pour le coup, ils sont très très bien positionnés sur le gaming. La blockchain, elle est donc construite avec la stack technique d'Avalanche et c'est l'un de leurs plus gros subnets, leurs plus gros sous-réseaux. Ils ont comme projet de devenir chaîne agnostique dans quelques temps. Le token du projet, c'est le BIM, il a une utilité assez classique, il sert à payer les frais de transaction, la validation de la blockchain, la gouvernance et comme monnaie sur la marketplace Sphere. BIM, c'est un bon projet du narrative gaming, mais comme beaucoup de ces projets-là, il repose sur la spéculation que des gros jeux viendront se développer dessus. Le projet offre une bonne structure pour ces jeux, mais il y a aussi d'autres projets qui proposent aussi une infrastructure similaire à BIM. Donc il faudra être très attentif aux nouvelles autour de ce projet. En attendant, le token il a plutôt bien performé jusqu'ici, il a fait presque un x9 entre novembre et mars dernier. BIM et Ronin, ce sont les deux projets qui ont vraiment l'air de recevoir le plus d'attention du marché. C'est eux qui performent le mieux contre Immutable. On voit vraiment une jolie séparation entre l'infra et les jeux en eux-mêmes, ça me conforte dans la thèse que le marché a vraiment l'air d'attribuer plus d'intérêt pour les projets d'infra, les projets de plateforme, plutôt que les jeux en eux-mêmes. Globalement, pour moi, ce sont les 3 plus gros projets sur lesquels il peut être intéressant de se positionner si on veut jouer sur ce narratif. Je fais aussi une petite parenthèse sur Ultra, parce que c'est un projet que j'ai suivi pendant un moment et vous pouvez vous demander pourquoi j'en parle plus. Ultra a délivré une plateforme de qualité, un bel écosystème, en vrai. Mais la communication et les objectifs qu'ils avaient promis à leur communauté ont été beaucoup trop hauts par rapport à ce qui a été délivré. Il y avait aussi, selon moi, des problèmes dans leur tokenomics et le token a plongé. En partie parce qu'ils ont perdu la confiance d'une partie des investisseurs et parce qu'il n'y avait pas assez de mécanismes de redistribution de la valeur capturée vers le jeton. Après, sincèrement, j'ai perdu aussi de l'argent avec Ultra, mais j'ai pas du tout de rancune avec ce projet. L'initiative entrepreneuriale est bonne et ils ont vraiment créé quelque chose de très ambitieux. Mais selon moi, il y a du travail dans leur communication, dans leur branding et dans la façon dont ils doivent aborder la suite pour regagner la confiance de leur commu. En vrai, j'ai du mal avec ce narrative gaming. Vraiment, il me parle pas. T'as l'impression que pour l'instant, le narrative gaming, c'est un paquet de promesses irréalisables, le temps que les investisseurs récupèrent leurs tokens qui sont bloqués et puissent le dump avant de lâcher le projet. Alors il y a des bons projets dans le lot, c'est indéniable, mais pour l'instant, la demande n'est vraiment pas là. Le gaming sur la blockchain doit être repensé depuis le début. Ce modèle de play to earn, économiquement, il n'est pas viable. On entend aussi cet argument comme quoi énormément de gens disent qu'il faut que le nouveau Fortnite soit construit sur la blockchain pour que le narratif bouge et que ça soit adopté. Mais en fait, de dire ça, c'est l'équivalent de dire si on veut que les réseaux sociaux sur la blockchain explosent, il faut créer le nouveau Facebook. Bah vas-y, je te regarde, crée le nouveau Facebook. Certains jeux sont qualitatifs, comme Off the Grid, qui est en train de sortir et qui ressemble au jeu le plus abouti qui utilise la blockchain. Mais le problème du narrative gaming, c'est qu'il est intéressant si on coupe la spéculation, si on utilise des NFT échangeables dans un écosystème. Si on vient rajouter un token, la tâche, elle est 1000 fois plus complexe. Sauf que c'est ce qui rapporte le plus et qui plaît le plus aux investisseurs. Vous voyez un peu ce cercle vicieux, il faut aussi penser de l'autre côté. C'est-à-dire que les mecs qui vont développer des projets gaming, ils vont pouvoir lever 1000 fois plus de fonds s'ils arrivent vers les investisseurs en disant il y aura un token et vous pourrez prendre de l'argent dessus. S'ils arrivent en disant juste on veut créer un projet gaming, vous avez pas grand chose à y gagner sauf les reventes et la seule utilité blockchain qu'on va y mettre c'est des NFT, les investisseurs ils vont dire ok mais nous on n'a aucun intérêt à investir dans ton projet. On a tout intérêt à du coup aller vers le gaming classique et des jeux un peu plus classiques. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le token. Par contre, d'un point de vue investissement, je pense que ça peut être intéressant de se positionner. Quand les liquidités auront influé, qu'on aura un nouveau play to earn comme Stephen ou Axie qui aura explosé, s'il arrive, là, les jetons seront prêts à prendre de la valeur. Par contre, pour ceux qui veulent quand même s'exposer, c'est vraiment pas le narratif où il faut se laisser manger par votre grid. Dites-vous bien qu'ils descendront aussi vite qu'ils sont montés. Donc pensez à sécuriser des profits dès que vous le pouvez. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Iril, ciao les potes.